Mon ami, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est Lucia Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Donc, nous sommes dans l'émission L'œil de l'expert et aujourd'hui, une fois de plus, comme tous les dimanches, nous avons une experte et tu vas la découvrir ou la redécouvrir si tu la connais déjà. Donc, je te rappelle le concept de l'émission que moi-même, bien souvent, je n'arrive pas à tenir. Donc, normalement, en 3 questions, on doit pouvoir cerner la personnalité, la thématique, l'expertise de notre invité. Donc, je ne te fais pas durer plus longtemps le suspense. Je te dis quand même, abonne-toi à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, tu peux déjà nous donner un like parce que ça va être génial. Notre invitée va te partager des pépites et tu verras que c'est une femme extraordinaire. Enfin, moi, je l'ai découverte il y a quelques temps et vraiment, on a vraiment accroché. Le courant est super bien passé. Et moi, je suis toute fière de te la présenter. Je suis sûre que tu vas l'aimer. Il s'agit de Maëlys. Maëlys. Alors, Maëlys est coach. Tu es également auteur. Ton livre s'appelle Devenir riche, ça s'apprend. Tout un programme. Moi, de toute façon, cette thématique, tu connais déjà. Tu es maman de 2 enfants. Tu t'apprêtes à faire le grand saut, donc avec la famille, ton mari, les 2 petits bouts. Enfin, on va y revenir au cours de l'interview. Et surtout, j'ai vu que tu étais actuaire. Alors, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Tu vas nous l'expliquer. Mais je te laisse te présenter parce que je suis sûre que tu le feras beaucoup mieux que moi. Ah ben c'est gentil, mais déjà merci, merci de m'inviter dans ton émission et merci à vous qui regardez. Donc en plus merci aussi, tu as bien prononcé mon prénom parce que souvent les gens ont du mal à le prononcer. Donc oui, donc je suis Maëlys, je suis guadeloupéenne, hein, donc j'ai grandi en Guadeloupe, mais j'ai poursuivi mes études à Paris. Et j'ai poursuivi des études en finance, enfin j'ai poursuivi des études d'actuariat. Donc c'est quoi l'actuariat? Ben pour toi et pour vous qui connaissez peut-être pas, en fait c'est quand on applique les mathématiques les statistiques aux finances. Donc du coup les actuaires travaillent vraiment dans les banques ou en particulier dans les assurances. Donc, par exemple, quand vous avez des contrats ou des contrats d'assurance où il y a des primes à payer, c'est nous qui calculons les primes à payer, par exemple. Et on se base sur ça, sur des maths et sur des stats pour élaborer ces primes-là. Donc, si tu veux, ça, c'est ma carrière professionnelle. C'est vraiment ce que je faisais de 9 à 18. Mais mon passe-temps, ma passion, en fait, c'était l'immobilier. C'est toujours l'immobilier. Et j'ai commencé à investir dans l'immobilier à 25 ans. Et en fait, ben, j'ai aimé ça. Et du coup, j'ai acheté un premier bien. Après l'année d'après, j'en ai acheté un autre. Après l'année d'après, j'en ai acheté un autre. Donc du coup, j'ai 3 biens à moi toute seule. Et là, j'en ai un 4e, mais que là, j'ai mis mon mari et mes enfants dedans. D'accord, ok, super. Ben, écoute, je suis bluffée parce que je ne savais pas du tout que ce métier existait, le métier d'actuaire. Il s'utilise également en bourse ou pas? Alors, il y a des actuaires, je sais qu'il y a des actuaires qui travaillent dans la bourse, mais vraiment le cœur du métier d'actuaire, c'est plutôt dans les assurances. C'est vraiment le côté où on est là pour tarifer des risques qui vont subvenir dans le futur. Donc, par exemple, quand tu fais un contrat auto, tu payes tout de suite et c'est si jamais il y a un accident qu'on te rembourse. Pareil pour un contrat d'assurance. Et du coup, comme il faut tarifer un événement qui est incertain dans le futur, donc c'est vraiment notre particularité, notre spécialité. Donc c'est vraiment plutôt dans les compagnies d'assurance qu'on retrouve les actuaires. D'accord, ok, super. Donc de toute manière, ça ne te concerne plus, tu n'es plus salarié, donc là maintenant tu es ton propre patron, donc ça me permet de faire une transition sur ton livre, pour pas qu'on me dise que je triche avec mon propre concept. Donc ce n'est pas une question, on est dans l'introduction, on va dire, hein, je te connais, toi là, tu vas me dire Lucas, tu poses 10 000 questions et tu dis normalement c'est 3 questions. Alors, parle-nous un petit peu de ton livre. Pourquoi tu as écrit un livre? Qu'est-ce qui t'a... Devenir riche, ça s'apprend. Qu'est-ce qui t'a poussé? Alors, je sais qu'on écrit un livre souvent pour asseoir un peu sa notoriété. Est-ce que c'était ça, une stratégie par rapport à ça? Ou est-ce que ça te tenait à cœur? Est-ce que tu avais un message à faire passer?
en fait, ça me tenait à cœur. Après, c'est vrai que ben, ça a permis aussi de me faire connaître, mais ça partait vraiment d'un côté où, quand j'ai commencé mes investissements, il y a des personnes qui m'ont inspiré, il y a des personnes qui m'ont donné envie de passer à l'action. Et ces personnes-là, je les connaissais pas dans mon entourage, parce que souvent dans ton entourage, t'as pas d'investisseurs, t'as pas dans ta famille proche, d'amis. Et moi, c'est beaucoup les livres. C'est les livres, en fait. C'est en lisant les histoires, etc., que ça m'a permis de passer à l'action. Et il y avait un livre en particulier que j'avais lu. C'était le livre d'Élise Frank, hein, Comment je suis devenue rentière en 4 ans. Je sais pas si j'imagine que tu le connais. Je l'ai relu. Je l'ai lu, relu. Ben oui. Je la connais bien, Élise. On a eu l'occasion de faire connaissance. C'est une fille, effectivement, qui est très, très inspirante, en fait. Oui, et franchement, je t'assure que quand j'ai lu ce livre-là, je me suis dit, mais c'est une femme, elle est salariée comme moi, donc ben, c'est déjà 2 points en commun, donc si elle l'a fait, eh ben je peux le faire aussi. En fait, je n'ai pas d'excuses, parce que souvent c'est les hommes hein, qu'on voit investir, c'est les hommes, voilà, assez déjà aisés, et quelqu'un en partant de rien, qui pouvait le faire, et je me suis dit, elle a 2 jambes, 2 mains, un cerveau comme moi, eh ben je peux le faire aussi. Et ça m'a vraiment permis de passer à l'action. Enfin, en tout cas, vraiment, c'est ce livre-là qui m'a donné le déclic, parce que c'est jamais une seule personne hein, qui te permet, mais celui-là, ça a vraiment été important pour moi. Et je me suis dit que si en écrivant un livre, ça donne, en fait, ça montre que c'est possible. Tout simplement, ça montre que c'est possible. Eh bien, si ça peut montrer que c'est possible et donner envie à certains de faire pareil, eh ben, ce serait vraiment une grande victoire. Surtout pour moi qui viens des Antilles, quoi. Oui, exactement. Non, mais c'est génial. Moi, ça me parle complètement ce que tu dis là, parce que la femme, déjà, effectivement, en matière de business, elle est quand même sous-représentée. Bon, les choses commencent à bouger, mais c'est quand même pas, c'est pas équilibré par rapport aux hommes. On cherche pas, on n'est pas dans le, MLF, hein, je veux dire, mais bon, quand même, on a envie, on aime bien s'identifier aux femmes. Et d'autre part, en matière d'antillaises, même de noirs en général, c'est là encore, c'est la misère. Hein. Je veux dire, il n'y a pas, on est très très rare, très très peu nombreuses, donc c'est sûr que faut qu'on perce. Je pense qu'il y a des choses à faire et c'est vrai que quand on a les stratégies, et je pense que c'est ce que tu expliques dans ton livre, je l'ai pas encore lu. Je ferai en sorte de me le procurer. Donc, c'est vrai que quand on met en place les bonnes stratégies, comme tu dis, devenir riche, ça s'apprend. C'est de la stratégie et du mindset notamment. Tu fais les choses indépendamment de ta race, ta classe, ton âge. Voilà. Exactement. Mais c'est vraiment ça hein, que le sujet du livre. Après, bon, après ça a beaucoup fait parler, hein, parce que bon, en plus, bon, tu connais comment ça se passe en Guadeloupe. Ah, devenir riche, ah, mais comment elle est déjà riche, ah, mais enfin, le mot riche, hein, ça fait beaucoup parler, hein, ça fait beaucoup parler, mais vraiment le sujet du livre, plus que la richesse, c'est plus la liberté financière. D'ailleurs, hein, j'ai tout un chapitre sur ça, sur qu'est-ce que c'est que vraiment que la richesse. Et avec des études justement qui montrent qu'en vérité les riches, ben, ce sont souvent des gens normaux, comme toi et moi. D'ailleurs, il y a un livre, un très bon livre, The Millionaire Next Door, donc le millionnaire mon voisin d'à côté. Ce sont vraiment des gens comme nous. C'est pas forcément des gens qui roulent en Lamborghini, etc. C'est des gens normaux. C'est juste que c'est des gens qui ont réussi à acheter ou investir dans des actifs qui travaillent à leur place. Et voilà, et c'est ça qui fait leur richesse. Et du coup, quand on voit ça comme ça, on se dit ah ben du coup, ben c'est possible. Du coup, il faut que je construise ou que j'achète des actifs. Et donc voilà, c'est ça la méthode. Enfin bon, je détaille plus, mais en gros, il n'y a pas de miracle, de magie quoi. C'est acheter des actifs qui travaillent à notre place et c'est comme ça qu'on s'enrichit en fait. Je sais pas si tu es d'accord avec moi du coup. Je suis entièrement d'accord et on est vraiment sur la même longueur d'onde parce que tu sais, quand j'ai vu le titre de ton livre, je me suis dit, elle a osé. Elle a osé mettre le mot riche, mais il faut que je lui demande parce que mais là, tu vois, tu en as parlé, je t'ai même pas posé la question. Riche, quand tu dis aux gens richesse, enrichissement, du genre, tu les as insultés, quoi. C'est vraiment
Mais ben, tu vois, moi, j'ai tout de suite pensé à ça. Je me suis dit, mon Dieu, elle a utilisé le mot là, le mot. Elle a osé le mettre sur son livre. Mais ça a été, je t'assure, hein, ça a été assez difficile. Hein, j'ai dû prendre sur moi parce que, alors, franchement, il y a beaucoup. D'ailleurs, je m'attarde que sur le positif. Hein, il y a eu la plupart des gens étaient contents, mais c'est vrai qu'il y a des gens, je trouve que qui ont eu des commentaires, notamment par exemple à ma maman, de demander mais ta fille est riche et toi, est-ce que tu es riche, mais des choses alors que maman leur dit, maman, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé parce que maman leur a dit, lisez le livre, vous allez voir si elle est riche, vous allez voir dedans si je suis riche. Ouais, c'est-à-dire, oui. Allez acheter le livre et vous posez les questions après, une fois que vous l'aurez lu. C'est ça, parce que en lisant le livre, on se rend compte que je parle pas de Ferrari, de yacht, je parle de comment on parle d'une bonne gestion de ses finances, pour arriver, ensuite on épargne, ensuite on commence par un premier bien, deuxième bien, pour arriver à la liberté financière. Donc je donne vraiment une méthode et je suis pas là pour dire je suis millionnaire, je suis ci, je suis ça. C'est pas du tout ça, quoi. Exactement. Et ça me permet de rebondir sur ma première question, qui est de savoir d'où te vient ton attrait. Bon, tu nous as parlé de tes études, mais fondamentalement, intrinsèquement, comme on dit, d'où te vient ton attrait pour les finances et de vouloir justement enseigner les gens, enseigner aux gens la maîtrise des finances, la bonne gestion des finances. D'où ça te vient, ça? Parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ce sujet. C'est vrai. En fait, j'ai essayé de faire une introspection pour essayer de comprendre. Si tu veux, j'ai pas grandi. Alors, j'ai pas grandi dans une famille pauvre, hein, loin de là. Hein, mes parents étaient fonctionnaires, etc. Mais je sentais bien qu'on n'était pas aussi aisés que certaines de mes amis, que d'autres personnes. Et sans être dans une jalousie, j'étais vraiment là en train de me dire, mais pourquoi un tel, par exemple, pourquoi un tel a une maison avec piscine et nous on est dans un appartement? Mais vraiment juste pour comprendre d'où ça venait. C'était vraiment, et ça m'a un peu marqué parce que j'ai toujours vu voilà, ma maman qui disait oui, mais moi je veux une maison, c'est vrai que ça vient de l'enfance, hein, de comment j'ai grandi, sans vraiment être dans la pauvreté, mais quand même on n'était pas aisé et j'ai toujours voulu être aisée et d'entendre ma maman dire qu'elle veut sa maison, je me suis toujours dit un jour je vais acheter une maison pour ma maman, je vais mettre ma maman et mon père d'ailleurs, je vais mettre mes parents bien et la chance que j'avais, c'était de travailler bien à l'école. Et du coup, mes parents me disaient, travaille bien à l'école, comme ça, tu vas acheter ta maison demain, tu vas... et du coup, c'est ça que j'ai fait. J'ai travaillé bien à l'école et c'est vrai que ça m'a permis, parce qu'on critique beaucoup l'école, mais ça m'a permis d'avoir un bon métier, un bon salaire, et c'est ça aussi qui m'a permis d'investir dans l'immobilier. Mais je pense que pour répondre vraiment à ta question, c'est vraiment ce sentiment de vouloir être bien aussi, de se dire mais moi aussi je mérite d'avoir des belles maisons, d'avoir des belles voitures. Pourquoi un tel a le droit et pas moi? Alors c'était pas dans le sens où je veux prendre ce que l'autre a, c'est que je pense que tout le monde on a le droit d'avoir ce qu'on veut en fait. C'est vrai, et tu sais, plus je t'écoute et plus je me rends compte qu'on a vraiment des atomes crochus parce que pareil, moi, mes parents, c'était des fonctionnaires. Et quand tu sais, en fait, je regarde, mes parents sont adorables. Hein. Mais quand je regardais la vie de mes parents, je me disais, non, moi, je veux pas que ça, quoi. Je veux pas que ça, je veux pas, pleurer chaque fin de mois, attendre patiemment mon salaire, je veux voyager. Non, mais le monde, quand même, le monde. Et tu sais, je pense que j'ai compris très tôt qu'il fallait de l'argent, en fait. Pour pouvoir, quand tu as de grandes aspirations, il fallait de l'argent. Et quand j'ai commencé à vraiment me tourner là-dessus et à chercher, et tu sais, quand tu es en mode, voilà, moi, je veux autre chose, je veux upgrader ma vie, la vie t'emmène des personnes, des bouquins, des formations, enfin, la vie te sert, en fait. Et je me disais, tu sais, au début, parce que comme dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneurs, il n'y a pas de personnes riches, à proprement parler, je me disais, en fait, j'y croyais parce que d'autres personnes l'avaient fait, mais moi, j'avais pas
j'avais aucun modèle dans ma vie. Alors, je me disais, je vais tester et je vais tester. Non, je te dis, moi, j'avais pas envie d'être riche, j'avais pas envie, c'est-à-dire que pour moi, ça représentait rien. Tu vois, je voulais juste avoir une belle vie, mais avoir 1 million, 2 millions, pour moi, ça représentait. Donc, je me suis dit, je vais faire exactement ce qu'ils disent. Et je vais tester. Et je vais, et je vais bien voir. Et tu fais la cobaye, tu testes. Ouais, je suis rentrée dedans, quoi, je l'ai fait à fond. Et quand j'ai vu que ça marchait, j'ai dit, ok, d'accord, bon, ok, on y va, maintenant on y va. On y va à fond la caisse, là, maintenant. Ouais, en tout cas, ce que tu dis là, ça me parle vraiment, parce que, et quand les gens disent, ouais, mais j'ai pas eu un passé facile, mais j'ai pas fait d'études, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis ceci, je suis cela, je suis pas né au bon endroit. En fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et donc, maintenant, tu enseignes, tu es coach, donc tu enseignes. Est-ce que tu es dans ta voie, dans ta mission? Qu'est-ce que ça génère en toi, le fait de partager aux autres et de leur montrer le chemin? Ben, c'est vraiment enrichissant de voir que en fait tu te rends pas compte de ce que tu fais, parce que je fais mon activité, j'essaie d'aider, mais c'est quand j'ai les retours en fait de mes clients ou même de mes abonnés qui me disent non mais vraiment tu inspires, tu donnes envie, on voit que c'est possible pour nous aussi, rien que le fait ouais, d'avoir osé en parler, d'avoir osé le dire, ben ça nous montre que c'est possible. Alors des fois ça me fait rire, j'en parlais avec ma tati dernièrement, parce que mes clients souvent elles me disent eh ben de voir que quelqu'un comme toi l'a fait, ben ça nous montre qu'on peut réussir aussi. Alors du coup des fois je me dis on va le prendre. Après je me dis non mais que c'est gentil en fait, c'est de voir qu'elles me disent que de quelqu'un de normal, et moi c'est ça que j'aspire à être. J'aspire à être quelqu'un de normal, parce que voilà, pour moi la richesse maintenant c'est pas voilà de rouler en Porsche, en Mercedes. Moi la richesse c'est vraiment d'avoir les revenus passifs suffisants qui me permettent de faire autre chose. D'ailleurs, c'est l'immobilier qui m'a permis maintenant de monter mon entreprise, puisque du coup quand tu montes une entreprise, on peut pas dire que ça tout de suite tu peux commencer à vivre de ton entreprise. Donc du coup l'immobilier me permet d'avoir cette sécurité un peu financière pour faire autre chose, et c'est ça que je veux montrer aux personnes, c'est que c'est pas être riche pour être riche, comme tu dis, il faut que ça représente quelque chose pour toi. Moi ça représente le fait de faire une activité que j'aime, continuer mes investissements, mais montrer aussi la voie aux autres. Et oui, c'est vraiment extrêmement enrichissant le fait en tout cas de voir dans leurs yeux que c'est possible pour elles aussi. Je me dis si c'est que ça que j'ai fait, c'est déjà une grande chose de faite, quoi. Ah non, mais c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Je veux dire, mais écoute, créer des choses, aller de l'avant, alors que t'as pas de modèle familiaux. Moi, je trouve ça, il faut oser quand même. La plupart des gens n'osent pas le faire, alors que finalement, c'est pas si compliqué. Et je pense que comme on parle, on a sensiblement les mêmes thématiques. Notre rôle aussi, c'est de montrer aux gens que finalement, en appliquant les bonnes méthodes, les bonnes stratégies, en ayant le bon état d'esprit, ça, c'est rien de compliqué. Rien de compliqué. C'est pas une formule magique. C'est faire ce qu'il faut faire dans un contexte bien donné, en fait. Donc ça, je pense que ça aide parce que les gens vivent, en fait, c'est le constat que je fais, vivent un peu dans un rêve de croire que l'argent est pas important. Alors que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je veux dire, il y a une chanson qui dit que l'argent, t'en as besoin de la naissance jusqu'à la mort. Un enfant naît, t'as besoin d'argent pour les miettes, coups de faim, chambre, tout ça. Et quelqu'un qui meurt, le CRP, on va pas te l'offrir, on va pas, tu vois, donc en fait, l'argent, tout le temps, tout ramène à l'argent. Alors, faut pas vivre que pour l'argent, c'est sûr. Mais quand on fait en sorte que l'argent soit un super bon serviteur et de faire en sorte que l'argent nous procure une vraie liberté, un vrai choix, ça, on a une vie qui est complètement différente
que celui qui trime tout le temps, qui peut pas dire oui à ses enfants et qui est frustré parce qu'il a pas de sous, qui peut pas envoyer ses enfants dans les écoles que l'enfant souhaite ou que lui aimerait bien pour lui ouvrir certaines opportunités, c'est ça en fait, c'est ce genre. Donc remettre les gens dans la vraie vie, faut pas dire non, faut pas. Si vous dites que l'argent est pas important, vous mentez à vous-même. Vous mentez à vous-même. C'est ça. Donc je sais pas ça. Ce que et aussi de leur faire comprendre. Ouais. Non, je suis totalement d'accord. Et aussi de leur faire comprendre que l'argent n'est pas mauvais, que l'argent n'est pas sale. Parce que ça aussi, dans nos cultures, hein, on a vraiment, la religion a fait que on a associé l'argent à mauvais. Quand tu veux devenir riche, ben c'est que tu es quelqu'un de mauvais, tu n'es pas pieux, tu n'es pas religieux, alors qu'en fait, l'argent n'est ni bon ni mauvais. L'argent, c'est juste ce que ça va juste augmenter ce que toi tu es. Donc, si tu es une personne mauvaise, ben quand tu auras plein d'argent, ben tu vas faire des mauvaises choses encore plus. Mais si tu es quelqu'un de bon à la base, le fait d'avoir plus d'argent, ça va pas te rendre méchant, non, ça va juste faire que tu vas rester bon en fait. Tu auras plus les moyens de faire de bonnes choses encore plus en fait. C'est juste ça. C'est exactement ça. Alors, donc je rebondis maintenant sur ta casquette d'entrepreneur parce que tu as du recul maintenant. Alors, quel est ton recul justement par rapport à l'entrepreneuriat et qu'est-ce que tu as appris? Quel est le conseil numéro 1 que tu pourrais donner aux autres parce que l'entrepreneuriat t'a appris ça? Alors déjà, c'est rigolo, mais j'ai envie de te dire, l'entrepreneuriat, c'est plus difficile que les investissements, je trouve. Franchement, sincèrement, parce que je trouve, alors après, les gens qui vont entendre, ils vont se dire, ah, mais elle se la pète, elle dit que les investissements, c'est facile, mais c'est vraiment pas ça. C'est que l'investissement, à partir du moment où tu as la méthode, tu sais que bon, voilà, tu dois visiter un bien dans tel critère, tu dois avoir un dossier bancaire, préparer ci, préparer ça, tu vas voir la banque. Enfin, tu vois, c'est vraiment, il y a des étapes hein, à suivre. Et comme tu dis, c'est facile. Tandis que l'entrepreneuriat, c'est vraiment, c'est pas une route toute tracée, une ligne droite. C'est vraiment, tu dois tester pas mal de choses. Y a pas mal d'échecs parce que tu te dis ah mais j'ai une super idée, je vais promouvoir ça pour aider mes clients, mais en fait ça marche pas ou le message tu le vends pas bien. Donc il y a tout le côté vente marketing qui est un peu plus compliqué à maîtriser parce que tu as envie de ça. En fait, les gens sont pas là à t'attendre, quoi. Il faut que tu leur montres que tu peux les aider. Il faut que tu leur montres que tu sais les aider. Donc, c'est tout ce volet-là qu'il faut maîtriser. Mais, comme pour les investissements, ça s'apprend. Et du coup, j'apprends, je suis en train d'apprendre. Et après, je vais te dire, c'est facile. Donc, je travaille jusqu'à ce que ce soit facile. D'accord. Et, donc, en fait, ça t'a appris quoi? La persévérance? Qu'est-ce que ça a développé en toi comme qualité? Alors surtout la persévérance, mais aussi la créativité, parce que c'est vrai que quand on a été salarié pendant de nombreuses années, on est vraiment dans un moule, dans un schéma, et quand on devient entrepreneur, en fait, on est libre de faire, de créer des choses. On crée un programme, on crée du contenu pour les réseaux, on crée des e-books, on écrit un livre. Donc ça t'ouvre tellement et tu vois que tu es capable tu savais pas que tu étais capable de faire autant de choses. Et en fait, c'est vraiment une liberté. On sort du moule, on sort du cadre et vraiment, voilà, créativité, c'est vraiment la première chose que ça m'a appris. Après, la persévérance parce que voilà, c'est pas tout de suite que ça commence à marcher, ou en tout cas qu'on atteint les résultats qu'on avait choisi d'atteindre. Mais ça, c'est comme ça, la vie d'un entrepreneur, il y a des hauts, il y a des bas, mais voilà, il y a toujours un haut après un bas, donc il faut continuer, il faut persévérer, il faut pas lâcher. Et les résultats commencent à tomber et c'est vraiment enrichissant et c'est une fierté après de se dire qu'on a fait tout ça. Dis donc. Non, franchement, c'est inspirant. C'est sûr que beaucoup seront inspirés.
Est-ce que, par rapport à ce que tu es en train de dire et le recul que tu as en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu penses que tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat? Alors, l'entrepreneuriat, je pense que je sais pas si tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat. En tout cas, je sais pas si tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat au sens monter une entreprise, être son propre patron et parce qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Il faut non seulement être technique, donc être fort dans son cœur de métier, mais il faut aussi être bon en marketing, il faut aussi être bon, enfin dans pas mal de domaines. Et par contre, tout ce qui est investissement, là, je pense que c'est vraiment tout le monde peut le faire. D'ailleurs, les investissements, c'est une forme d'entrepreneuriat aussi. Mais ça, je pense que ça, par contre, vraiment tout le monde peut le faire et tout le monde peut réussir dedans. C'est ça, en fait. Et les deux, si c'est fait dans dans les règles de l'art, j'ai envie de dire, sont générateurs de profit. Donc, effectivement, moi, je dis souvent, vous n'avez pas besoin d'arrêter de démissionner pour investir. Bien au contraire, le salariat, souvent, c'est un bon tremplin, justement, pour se propulser dans le monde de l'investissement ou dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est ça, exactement. D'ailleurs, il faut l'utiliser, surtout en France, en tout cas dans la façon dont les banques fonctionnent en France. Il faut vraiment utiliser son salaire au maximum. D'ailleurs, je vais même plus loin avec tout ce qui est taux d'endettement aussi, parce que des fois, j'ai des clientes qui me disent « Non, mais tu sais, j'habite toujours chez mes parents. » Et je dis « Mais c'est super, tu te rends pas compte. » Ah oui, je dis « Mais c'est super. » Ah oui, parce que du coup, au niveau du taux d'endettement, ben, tu n'as pas de charge, donc tu peux emprunter, c'est génial. Et du coup, elles sont un peu surprises que je leur dise ça. Mais oui, il faut vraiment utiliser les banques françaises fonctionnent d'une certaine façon. Enfin, je parle des banques parce que, bien sûr, l'immobilier, il faut utiliser le levier bancaire. Donc, pour investir, parce qu'il faut pas investir son argent, juste son argent. Mais, donc, il faut utiliser la façon dont les banques fonctionnent. Elles font un taux d'endettement pour te prêter, c'est 33%, c'est comme si c'est comme ça. Eh ben, tu vas dans le système. Moi, je suis pas là pour me battre contre le système. Le système, il est comme ça. Il a été mis en place par les riches, entre guillemets. Eh ben, il faut juste qu'on apprenne les règles et on fait comme ils font. Et puis, comme ça, voilà, c'est tout. On applique on joue au jeu aussi. On apprend les règles et on joue à leur jeu aussi. Et puis, on y arrive. Absolument. Et donc, ça m'amène à ma troisième proposition parce que ça n'a rien à voir. Comme je sais, enfin, je disais tout à l'heure en début d'interview que tu vas bientôt faire le grand jump. Donc, tu vas traverser, carrément traverser l'Atlantique pour rejoindre l'Amérique du Nord, et notamment Toronto. Donc, j'aimerais savoir que tu nous expliques un petit peu ton mindset, le fait c'est pas repartir à zéro, mais quand même, on embarque tout le monde, on fait un logement, bon, toi, tu travailles, on sait que le travail que tu fais peut se faire d'où tu veux, t'es pas obligé, t'es pas limité. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça t'a... Explique-nous. Oui. Ben, en fait, déjà, c'est vrai que quand on est petit, on voit l'Amérique du Nord, c'est vraiment le rêve américain. On se dit waouh, ben je peux faire ci, je peux faire ça là-bas. Donc c'est vrai que j'avais toujours eu plein d'étoiles dans les yeux pour ces pays-là. Et il y a à peu près, mon Dieu, ça remonte quand même à 8 ans, j'étais allée en vacances au Canada avec ma mère et ma sœur. Et je suis vraiment tombée amoureuse, en fait, de ce pays-là. Vraiment, parce que, en fait, c'est comme si ça avait les bons côtés des États-Unis, mais sans les mauvais côtés. C'est vraiment, donc, l'état d'esprit, ils ont l'état d'esprit business, ils sont avant-gardistes sur pas mal de choses, mais en même temps, ils sont gentils, le pays est propre, les rues sont propres, les maisons sont grandes, les gens sont gentils. En fait, c'était vraiment, et je me suis toujours dit, j'irai habiter là-bas. Et comme quoi, ma visualisation, ça a marché parce que, du coup, bon,
8 ans après, mais c'est quand même ça, c'est pas grave, même si c'est 8 ans, mais 8 ans après, je pars là-bas. Et en plus, je pars avec mari et enfant, donc c'est génial, c'est génial. Après, c'est vrai que c'est pas évident parce que, comme tu dis, ben c'est un peu comme repartir à zéro parce qu'on était vraiment dans notre maison, on avait un grand jardin, on avait le RER à côté, l'école maternelle à côté. Enfin, tu vois, t'es dans une sorte de zone de confort et il faut tout abandonner, hein, c'est ça, pour reconstruire ailleurs, sans savoir si vraiment ça va nous plaire, sans savoir. Mais à un moment donné, je pense aussi que c'est ça le mindset de se dire, ben, il faut tenter, et si ça marche pas, ben, on va faire autre chose, on va rebondir. Il n'y a pas d'échecs en fait, il n'y a pas d'échecs, c'est juste des leçons. Et on aura appris quelque chose, on aura appris de la vie, quoi. Donc je pense que c'est vraiment ce mindset que j'avais d'être investisseuse, entrepreneur, de me dire ben moi je suis quelqu'un qui est plus allez, je fais, on verra après. Enfin je fais, voilà, je me dis j'ai pas peur de faire. Je pense que j'ai toujours été un petit peu rebelle, hein, dans le sens c'est ma personnalité, je pense aussi, de me dire bon c'est pas grave, j'essaye, si ça marche pas, ben j'essaye d'une autre façon. Et ce côté investisseuse, entrepreneur, je pense que ça m'aide pour ce départ à l'étranger. Ça me donne le courage, en tout cas, ou bien le grain de folie. Alors, courage ou folie, je sais pas encore, mais, mais voilà. Quelles sont tes attentes? Quelles sont tes perspectives? Quel est ton, tu sais, the big picture? Quel est ton idéal quand tu pars à Toronto? Tu veux trouver quoi? Tu veux apporter quoi dans ta vie, ce pays pour toi, ce pays, cette ville, qu'est-ce que ça va t'apporter que tu n'as pas aujourd'hui? Je pense, alors, je te dirais, hein, si j'y arrivais, mais quand tu vis et quand tu nais et que tu grandis en Guadeloupe, il y a certaines barrières qu'on a, mine de rien. Qu'on se l'avoue pas, il y a des freins, il y a des blocages psychologiques qu'on a. Alors bon, je pense que ça vient de notre couleur de peau, ça vient de notre histoire. Il y a quand même des freins qu'on a inconscients, hein, qui font qu'on se dit non mais ça c'est pas pour nous, c'est pas possible, c'est pas ci, c'est pas ça. De fait d'être partie en France faire mes études, ça m'a déjà un peu ouvert mon champ des possibles. Donc c'est là où j'ai vu des gens investir, je sais pas si j'aurais pu faire tout ça en Guadeloupe. Pas parce que en Guadeloupe on investit pas, c'est pas ça, mais c'est que ça m'a sorti déjà de ma zone de confort une première fois, ça m'a ouvert le champ des possibles et du coup j'ai pu faire ci, ça. Et c'est vraiment ça pour moi d'aller à Toronto, je me dis, eh ben je vais encore m'ouvrir encore plus de choses, je vais monter, comment on appelle ça? Tu sais, tu as un plafond de verre. On parle du plafond de verre, hein, et je vais monter mon plafond de verre encore plus haut. Là, maintenant, le million, le milliard, vivre une vie encore plus. Ben là, ça me paraît, rien que le fait de partir, là, ça me paraît déjà accessible. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est peut-être dans la tête, mais de toute façon, c'est dans la tête que tout fonctionne. C'est dans ta tête, ces croyances-là, ben, elles sautent, et ben après, ben, c'est déjà 70% du travail qui est fait. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment de lever mes barrières mentales, tous mes freins qui m'empêchaient encore de développer tout mon potentiel. Eh bien, en tout cas, franchement, bravo parce que c'est quand on regarde ton parcours de jeune Guadeloupéenne qui a transité par la France, qui part avec sa famille à Toronto, je veux dire. Vraiment, je sais pas ce que tu nous réserves pour l'avenir parce que je crois que là c'est bien parti pour que tu ailles au bout de tes rêves et que tu te mettes pas de frein, que tu te mettes pas de limites et ça je trouve ça génial. Donc moi, je suis arrivée au bout de mes 3 questions. Je pense que là quand même on a déjà fait la personnalité, l'expertise de notre invité. Alors, j'ai fait des questions subsidiaires comme d'habitude, mais bon, comme je sais que vous ne m'en voulez pas, donc il n'y a pas de souci. Mais Yvi, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Quel message tu veux faire passer? Alors, mon message, c'est vraiment
de vous dire que alors ça peut paraître bateau, mais c'est vraiment que vraiment tout est possible. C'est quel que soit son background, quel que soit d'où on vient, quel que soit d'où les parents qu'on a eu, les métiers de nos parents, c'est vraiment tout est possible, mais tout est dans la tête. Et c'est vraiment ça. C'est quand vous croyez que c'est possible que ça le devient. Et c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais j'ai beaucoup tout au long de ma vie, et j'ai commencé très jeune, j'ai beaucoup travaillé sur mon mindset, sur mon développement personnel, la loi de l'attraction, la méditation, visualiser ce qu'on veut obtenir dans la vie, des affirmations positives. Et ça, je pense que c'est ça qui a fait la majorité du travail. Après, les investissements, l'entreprise, le livre, comme on dit, c'est qui a fait par rapport au travail mental. Et c'est le travail mental qui est le plus dur. Parce que on voit des gens, par exemple, on me dit tout le temps, ah, mais t'es quelqu'un de positif, t'es tout le temps joyeux, c'est tout le temps, pour toi, rien n'est impossible. Mais c'est comment dire, c'est un travail, ça se travaille. Moi aussi, ben, des fois j'ai envie de rester sous ma couette parce que j'ai une journée difficile. C'est dur en fait de se lever, d'être souriant et de partir conquérir la vie. C'est ça qui est dur. Se plaindre, c'est facile, c'est un choix. Et je pense qu'il faut d'abord travailler ça. Mais bon, quand on a des modèles comme nous, comme toi, et je pense on peut y arriver. Oui, c'est vrai. Et je rebondis sur ce que tu dis parce que une fois j'avais vu une interview d'Hélène Ségara. Alors moi, je suis pas fan, hein, mais elle m'a marqué parce que je pense que c'est quelqu'un sa personnalité doit être très intéressante. Et on lui disait, oui, mais bon, t'es réputé pour être quelqu'un de gentil. Mais en fait, tu sais ce que ça veut dire gentil dans la bouche des gens? C'est un peu le bête, quoi. Et ouais, t'es réputé pour être quelqu'un de gentil, mais bon, dans le milieu du showbiz, blablabla, est-ce que ça vaut le coup, nanana. Elle a dit, la gentillesse, être gentil, être positif, c'est des choix. Parce que c'est plus facile d'être le contraire, de pas s'occuper des autres, de s'occuper que de sa vie, d'être infect, d'être négatif et de se plaindre, c'est plus facile. Et effectivement, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que être positif, et être tourné vers les autres, décider d'être bienveillant, tu vois, c'est des choix, en fait. Moi, je dis souvent aux gens, faut pas faire l'erreur de considérer ça comme de la faiblesse parce que c'est un choix très, très conscient, en fait. On sait qu'on est positif et on veut être positif. On n'est pas pour autant naïf et on n'est pas pour autant, on fait pas l'autruche. Parce que lorsqu'il y a un truc à gérer, c'est pas parce que c'est positif que tu vas laisser le challenge là te noyer. C'est que ton approche justement du défi à relever va changer. Tu vas pas partir en mode plainte, complainte, larmes, criant à l'injustice, ou du moins, comme des fois on aime bien quand même des fois faire notre victime. Donc tu vas le faire, mais tu vas pas le faire longtemps. Tout de suite, tu vas te donner deux, trois tapes sur les fesses, tu vas dire, bon, écoute ma fille, là maintenant, tu te remets au travail. C'est ça, être positif. Être positif, c'est pas plus que ça, c'est aborder la vie d'une certaine manière. Et quand tu es bienveillant aussi, c'est la même chose. C'est super conscient, en fait. C'est pas par hasard. On n'est pas gentil par accident ou par hasard, non. C'est un choix conscient, en fait. C'est ça, c'est ça. Ok. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup de cet échange. Je suis sûre que ce ne sera pas le dernier. De toute façon, on ne se lâche pas. Ça m'a vraiment fait plaisir de t'avoir. Tu es la dernière interview de l'œil de l'expert pour les vacances. On fait une coupure pendant les vacances. On reprendra les interviews au mois de septembre. Oui, je sais, vous êtes déçus. Mais non, on revient. Donc, c'est Lisla Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Pense à t'abonner à la chaîne également, à liker la vidéo, de liker l'interview. Ça fera plaisir à Maëvis et à moi, n'est-ce pas? Maëvis, on te dit à très, très bientôt. En tout cas, moi, je me ferai vraiment un plaisir de suivre ton parcours et de revenir très, très vite vers toi. Oui, et puis j'ai hâte de te rencontrer physiquement en Guadeloupe. Mais en plus, j'ai des choses intéressantes à venir. On a envie de faire des choses en Guadeloupe et tu seras. Je t'en parlerai après.
ça sera vraiment avec énormément de plaisir. Et dire qu'au début, je te prenais pour une réunionnaise. Je sais pas pourquoi. Alors, comme moi-même. Non, mais on a vraiment... J'ai gardé l'accent, hein, j'ai gardé mon accent. Mais en fait, je pense que je t'ai d'abord vue en photo. Ah, d'accord. Ok. Sur les réseaux sociaux, donc voilà. Mais des fois, on a des orientations comme ça, on se dit, voilà. Peut-être le prénom aussi, je sais pas. Tu vois? D'accord, ok, bon. De toute façon, pour moi, c'est la Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, c'est mes frères, c'est mes sœurs, donc c'est vraiment... Exactement, c'est vrai, je suis entièrement d'accord. En tout cas, plein de bonnes choses. Quant à toi, mon ami, je te dis à très très vite sur la chaîne. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Salut, bye bye.